Europe Matin présenté par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cet été, c'est donc décidément un été cauchemardesque pour le département de la Gironde, à nouveau en proie aux flammes. 6200 hectares sont partis en fumée en 24 heures dans le secteur de Landiras, là même où 14 000 hectares de végétation avaient déjà été détruits en juillet. Et ce matin, le feu est toujours en progression selon les pompiers. 10 000 personnes ont été évacuées hier, notamment les habitants de la petite commune de Belin-Béliais. Certains ont dû dormir dans des gymnases voisins. Reportage de notre envoyé spécial Guillaume Dominguez. Sur le parquet en bois verni du gymnase sont alignés les lits de camp verts et les tables en bois d'extérieur. Ici, une partie des habitants du petit village de Belin-Béliais ont trouvé refuge pour la nuit. Plus tôt dans l'après-midi, Clément et Françoise, un couple de septuagénaires, ont dû quitter leur maison dans la précipitation. Ils sont venus prévenir tout le monde qu'il fallait évacuer parce que le feu était chez nous, quoi. Il était juste derrière, on était à 1 kilomètre du feu à peu près. Comme les odeurs sont très très denses, on n'arrivait plus à respirer, donc on nous a évacués. Après un court repas froid apporté par les habitants du village, le couple sera pris en charge par une famille qui a accepté de les héberger pour la nuit. D'autres ont eu moins de chance. À 82 ans, Claudie a besoin de soins. C'est au gymnase qu'elle passera la nuit avec les sapeurs-pompiers. Je ne peux pas me mettre sur un lit qui est bas parce que je ne peux pas me relever. J'ai bien été accueillie et puis j'ai un lit médical, tout ça je dors ici. Cette nuit, 20 personnes ont dormi dans le gymnase et pour faire face à d'éventuelles nouvelles évacuations, une quarantaine de nouveaux couchages vont être installés dans la journée. Le BARP, Guillaume Dominguez, Europe 1. Et la première ministre Elisabeth Borne ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendront sur place en Gironde aujourd'hui. Et puis je vous le disais, le maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan, sera notre invité tout à l'heure à 7h40. D'autres incendies, Mélina, sont toujours en cours dans d'autres régions de France. Dans le Jura notamment, plusieurs feux ont ravagé hier près de 110 hectares. Dans la Drôme, le feu qui s'est déclaré vendredi dernier n'est toujours pas maîtrisé. Il a détruit près de 300 hectares. En Lozère et dans l'Aveyron, le feu qui a parcouru 700 hectares a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Un homme qui s'est présenté de lui-même au commissariat, suspecté d'avoir accidentellement déclenché cet incendie, a été mis en examen hier. Et évidemment, cette sécheresse historique qui frappe tout le pays attise ces nombreux incendies. L'eau qui manque si cruellement partout en France devient un réel sujet de tension, si bien que certains se mettent à la voler. La communauté de communes d'Aubenas, en Ardèche, a porté plainte il y a quelques semaines. 400 mètres cubes d'eau ont été pompés illégalement. Le coupable s'est dénoncé, un dirigeant d'un club de motocross qui voulait arroser ses pistes. Louise Salé. Le président de l'intercommunalité du bassin d'Aubenas, Max Tourviel, n'en revient pas. Le 18 juillet, il découvre qu'il est possible de voler de l'eau. Au début, j'ai eu du mal à y croire. 400 mètres cubes, c'est quand même un volume d'eau très important. Sur mon territoire, c'est jamais arrivé. Lorsque l'auteur des faits l'a avoué, il semblerait que ça a été pompé et déplacé simplement avec des tuyaux. Alors, est-ce que le cadenas, est-ce qu'il a été forcé? Est-ce qu'il y a eu un pompage par dessous le grillage? L'enquête le précisera. La retenue de la Ville-Dieu est située près d'entreprises pour les protéger en cas d'incendie. Je comprends pas qu'est-ce qui fait que avec un été comme on a cette année où les canicules se succèdent, où il y a un risque incendie très élevé en Ardèche, on puisse comme ça prélever sans rien dire à personne un tel volume d'eau. Et je pense que dans les mois et les années à venir, il va falloir que chacun respecte tout ça pour qu'on consomme le juste nécessaire d'eau puisque ça va devenir un bien précieux maintenant. Pour empêcher les vols, pas besoin selon lui de renforcer la surveillance des réserves d'eau. Le président appelle simplement à une prise de conscience collective, remplir de nouveau le bassin pour écouter 2 000 €. Les précisions de Louise Salé pour Europe 1. Et on le disait tout à l'heure avec Valérie Darmon, la canicule continue de s'étendre. 18 départements sont en vigilance orange dans l'ouest du pays, du Finistère aux Hautes-Pyrénées. Difficile en ce moment de trouver un endroit au frais. Certains touristes semblent avoir fait le bon choix, ceux qui sont en Normandie. Reportage de Clément Barguin à Étretat. Sur la plage de Galets d'Étretat, c'est l'heure du pique-nique pour Corinne et Elisabeth. Pas besoin de parasol installé sur leurs serviettes en plein soleil. C'est pour elles la météo idéale. Ni trop chaud, ni trop froid. Impeccable. On est super contents du temps magnifique qu'on a. On est trop bien par rapport à la canicule. Enfin, on plaint ceux qui en souffrent. Et on leur dit que nous, on est trop bien ici. Franchement, la Normandie, c'est génial cette année. Un vent marin rafraîchissant, une eau à 20 degrés. Ce climat normand, beaucoup de touristes viennent ici le chercher. Thomas et sa grand-mère Monique ont même écourté leurs vacances sur la Côte d'Azur. Alors on sent le soleil, mais le vent est frais quand même. Parce que là, on vient de passer 2 semaines dans le sud. On n'a pas eu un vent de frais. Donc là, ça rafraîchit bien, quoi. Ah non, il vaut mieux respirer quand même. Dans le sud, c'est irrespirable. C'est très bien la fraîcheur, ça fait du bien. Disons qu'on peut plus se promener quand il fait moins chaud quand même. Et du
Du côté des professionnels du tourisme, cette météo idéale fait des heureux. Valérie est plagiste installée sur la promenade d'Étretat. À l'intérieur des terres, ils souffrent. Quand ils arrivent là, ils sont bien parce qu'ils respirent. Ils viennent chercher ça. Ils montent la falaise tranquille, il y a un petit peu de vent, l'air frais. Ils font une petite randonnée et puis viennent rechercher une petite glace en redescendant et voilà. Des glaces que les touristes dégustent le soir sur la promenade, une petite laine sur les épaules. Étretat, Clément Barguin, Europe 1. Alors lui est en vacances dans le Var, au fort de Brégançon, on le sait. Emmanuel Macron se retrouve maintenant au cœur d'une nouvelle polémique. Le président de la République a été pris en photo dans le magazine Voici en train de faire du jet ski. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les foudres des écologistes, Alexis de La Fontaine. Oui, tout a commencé par un tweet de Sandrine Rousseau. La députée écologiste juge criminel le comportement du président qui, selon elle, refuse de comprendre le réchauffement climatique. Ni une ni deux, le patron des Verts, Julien Bayou, monte au créneau et tient à rappeler la réalité à Emmanuel Macron. Le Haut Conseil pour le climat qui l'appelle un sursaut, c'est une instance indépendante. On a des méga-feux, on a les canicules. Et on a un président, on a vraiment l'impression qu'on est en plein greenwashing. Un coup, il fait du jet ski et puis quand on lui fait remarquer que c'est trop polluant, il passe au canoë. L'enjeu, c'est pas ses loisirs, mais qu'enfin, il agisse. Et Julien Bayou enchaîne, il dénonce le 2 poids 2 mesures du président sur la consommation énergétique. C'est toujours les plus vulnérables qui trinquent. Et moi, j'enrage quand en vrai, on appelle les Français et les Françaises à la sobriété, à faire des efforts, alors qu'en fait, tout le monde se serre déjà à la ceinture et qu'on laisse les plus gros pollueurs, les jets privés, les yachts, polluer à loisir. En fait, on a un vrai problème de justice dans cette affaire. De son côté, l'Élysée a refusé de commenter la polémique. Les précisions d'Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. 6h08 sur Europe 1. Le procès de Benjamin Mendy, accusé de 8 viols, s'est ouvert hier en Angleterre. Le footballeur de 28 ans, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, encourt la prison à perpétuité. Il ne s'est pour l'instant que très peu exprimé, Élodie Goulesque. Il était 16h30 quand Benjamin Mendy a quitté le tribunal de Chester. Costume et cravate sombre, les seuls mots qu'il a prononcés hier étaient pour confirmer son identité et plaider non coupable. Lors de cette première journée consacrée aux détails administratifs et au choix des jurés, l'ancien champion du monde français et arrière-gauche de Manchester City n'était que spectateur. Le juge a annoncé qu'il s'attend à ce que lui et son co-accusé Louis Sarah Maturi soient présents à chaque jour du procès. Un procès marathon qui pourrait durer jusqu'au mois de novembre. Les charges sont lourdes contre le footballeur de 28 ans. 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Les faits concernent 7 femmes et auraient eu lieu entre octobre 2018 et août 2021. D'abord placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme de 28 ans a ensuite été emprisonné pendant 4 mois et demi pour avoir récidivé selon une victime. Mendy est confiné à son domicile près de Manchester depuis le début d'année et son passeport a été confisqué. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui en urgence pour débattre de la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. La zone a à nouveau été bombardée dans la nuit de mardi à mercredi. 14 civils ont été tués. La Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité de ces frappes. 6 mois déjà que dure cette guerre qui a bouleversé la vie de millions de personnes partout dans le monde, y compris dans le quartier new-yorkais de Little Odessa où vit la plus grande communauté russophone des États-Unis. Reportage de notre correspondant Alexis Guilleux. À la sortie du métro, le cyrillique remplace les lettres latines sur les devantures des magasins. Félix est ukrainien, il vit aux États-Unis depuis 30 ans. Il patiente devant une boutique décorée de drapeaux bleus et jaunes. La guerre a beaucoup changé nos relations. Avant, Russes et Ukrainiens, on était comme des frères. Plus maintenant, parce qu'ils défendent toujours la Russie. À Little Odessa, 45% des habitants parlent une langue slave. Beaucoup ont fui la Russie dans les années 90. Denis a lui quitté Moscou avec sa mère juste avant le début de la guerre. Il est maintenant serveur dans un restaurant ukrainien. Je ne suis pas d'accord avec la guerre. C'est pour ça que je travaille avec des Ukrainiens. On est comme une famille ici. On se soutient les uns des autres. Parfois, il y a des Russes favorables à la guerre, mais je ne leur parle plus. Tout cela sûr, le quartier soutient massivement l'Ukraine dans ce conflit, une guerre vécue comme un déchirement par Irina. Je suis à moitié russe et à moitié ukrainienne. Et maintenant, les différentes parties de mon âme luttent l'une contre l'autre. J'adore la culture russe et j'adorais le peuple russe. Kharkiv, sa ville natale, a été dévastée par les bombes russes. Ce sont mes ennemis maintenant, ils ont tout détruit, lance-t-elle le regard planté dans l'océan Atlantique. New York, Alexis Guilleux, Europe 1. Direction Marseille pour la fin de ce journal, Mélina, la cité phocéenne qui compte désormais un nouvel habitant de prestige. L'attaquant chilien Alexis Sanchez a rompu son contrat avec l'Inter Milan pour rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est officiel. On entend
entendait hier sur Europe 1 la liesse des supporters marseillais. Ah oui. Alexis Sanchez suscite effectivement énormément d'espoir, Stéphane Burgat. Un paradoxe, s'il reste très peu connu du grand public français, Alexis Sanchez, c'est une superstar pour tous les amoureux de ballon rond. Oui, c'est une star, monsieur. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Quand vous mettez Alexis Sanchez sur YouTube, il y a au moins 25 pages de vidéos. Son CV parle pour lui. Alexis Sanchez, c'est 143 sélections avec le Chili et 2 Copa América. En club, l'attaquant, passé par Arsenal et l'Inter Milan, a notamment soulevé la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs avec le Barça. C'est d'ailleurs le défi systématique qu'il se lance, soulever des trophées partout où il passe. J'essaye toujours de lutter pour gagner des titres partout où je passe. Donc c'est un défi personnel pour moi, d'essayer de gagner un titre ici, à Marseille. C'était un peu pareil à l'Inter. Quand je suis arrivé, ils n'avaient rien gagné depuis 11 ans. Et bien ici, c'est à peu près la même chose, parce qu'il n'y a pas eu de titre depuis 2010. Donc on va faire le maximum pour ça. Petit gabarit mais fort en gueule, El Niño Maravilla peut s'avérer précieux sur le terrain, comme pour réveiller un vestiaire. Des étincelles, son président comme les supporters n'en attendent pas moins. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et qui sait, peut-être qu'on pourra apercevoir Alexis Sanchez sur le terrain dès ce dimanche. Marseille se déplace à Brest. El Niño Maravilla. Vous le dites mieux que moi, je m'y risque pas. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. Tout à l'heure, Mélina. Tout à l'heure.